Le miroir du grand salon s'embua de l'intérieur, non pas à cause de l'humidité de la savane, mais d'une froideur qui semblait émaner du verre lui-même. Cette nuit-là, Jacob Miles disparut. Le lendemain matin, lorsque la femme de son maître se regarda dans le miroir, le visage qui la fixait n'était pas le sien. C'était celui de Jacob. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la disparition de Jacob n'était pas une évasion telle qu'on l'entendait. Et le miroir qu'il laissait derrière lui n'était pas seulement du verre et de l'argent, mais une porte qui allait bouleverser leur monde. En 1842, le soleil de fin d'après-midi inondait le grand salon de la plantation Croft. L'air, lourd de l'odeur du citron et de la cire d'abeille, masquait une humidité étouffante. C'était une pièce magnifique, mais pour Jacob Miles, elle ressemblait à la plus exquise des cellules de prison de toute la Géorgie. Chaque surface polie, chaque velours, chaque cadre doré était une barre dans sa cage. Jacob, un homme fort d'une vingtaine d'années, aux mains calleuses, travaillait l'argenterie avec une grâce silencieuse. Ses yeux, intelligents et observateurs, révélaient une émotion profonde, rarement visible en surface, une défiance qui couvait en lui. Il était un fantôme dans cette maison, des mains efficaces mais invisibles. L'arrivée de Madame Eleanor Croft, un bruissement de soie et un éventail agité, brisa le silence. Elle se plaignit de la chaleur et des commérages du marché, balayant Jacob du regard comme s'il était un meuble. Sa vie tournait autour des apparences, des victoires sociales et des affronts perçus. Elle s'arrêta devant l'énorme miroir orné du salon, importé de France. « Assurez-vous qu'il soit impeccable. »« Jacob, » dit-elle, sa voix sèche, sans le regarder. « Les Anderson viennent dîner. » Elle repartit, laissant derrière elle une traînée de lavande et le poids de son dédain occasionnel. Jacob resta seul devant le miroir, le tissu à la main. Il ne regardait pas son reflet avec vanité, mais avec intensité. Le verre, impeccable, renvoyait une copie parfaite du monde devant lui, un monde de pouvoir, de liberté, qu'il pouvait polir et entretenir, mais jamais posséder. Il voyait le miroir comme le symbole ultime de la vanité des Croft, un objet qui ne faisait que confirmer leur place au centre de l'univers. L'injustice était une chose physique, une oppression dans sa poitrine. Alors que le crépuscule s'installait, Jacob quitta la maison principale pour les cabanes des esclaves. La paix du soir fut brisée par la voix furieuse de Monsieur Grave, le contremaître, qui réprimandait un jeune garçon. Grave, un homme dont la cruauté naissait de ses propres échecs, portait toujours un fouet, une extension de son bras. Jacob vit là, une jeune femme à l'esprit chaleureux et résili, dont le regard croisa le sien, mêlant peur et colère impuissante. Ils partageaient un lien profond, une source de réconfort et d'anxiété. Les mains de Jacob se serrèrent. Intervenir n'apporterait que désastre. Il força ses poings à se desserrer et continua son chemin, les sanglots du garçon le suivant comme un coup physique. Plus tard, sous les branches tentaculaires du vieux chêne, Ila le retrouva. La lune montait. Elle lui tendit un morceau de pain de maïs chaud. « Tu portes trop dans tes yeux, Jacob, » murmura-t-elle, sa main touchant brièvement son bras. « Ça me fait peur. Sois prudent. » Jacob détourna le regard. « Être prudent est juste une façon plus lente de mourir, » dit-il, sa voix basse et rauque. « Je veux vivre. » Ces mots, une vérité simple et désespérée, résumaient tout. Il ne s'agissait pas seulement de survie, mais d'une vie de sens, de choix, de dignité. La conversation, sa peur pour lui, et son propre aveu désespéré, alimentèrent une résolution dangereuse, imprudente, mais profondément libératrice. Ce soir-là, il fut chargé du nettoyage final du salon. Les lampes étaient allumées, projetant une douce lumière. Il polissait les meubles, l'esprit ailleurs. Enfin, il se tint de nouveau devant le grand miroir. Il reflétait la pièce derrière lui. Puis il fit quelque chose d'inédit, un acte de défi silencieux et monumental. S'appuyant, il saisit le lourd cadre doré du miroir. Avec un effort immense, il commença à le faire pivoter sur son support. Le bois craqua et gémit, le son résonnant étrangement. Il sentit un léger bourdonnement vibrer à travers ses mains, une résonance subtile du verre lui-même, comme une chose vivante résistant au changement.
Il l'ignora, la mâchoire serrée, sa concentration absolue. Lentement, péniblement, il tourna le miroir à 180 degrés. Au lieu de refléter l'intérieur étouffant de la pièce, il faisait maintenant face directement aux doubles portes ouvertes du salon. Au-delà de ces portes se trouvait la véranda, et au-delà, l'étendue sombre de la nuit, le chemin s'éloignant de la maison, le monde. Il recula, respirant lourdement, une sueur fine sur son front. L'acte était accompli. C'était un cri silencieux dans le vide. Il ressentit une poussée d'adrénaline, un sentiment de pouvoir terrifiant et exaltant qu'il n'avait jamais connu. Il n'avait rien cassé, rien volé, n'avait pas prononcé un mot de travers. Pourtant, il avait fondamentalement altéré la pièce. Il avait changé le récit. Il avait forcé le symbole ultime de son oppression à détourner le regard de la vanité des Croft et à contempler plutôt la seule chose qu'il désirait par-dessus tout, le chemin de la liberté. L'air frais de la nuit s'engouffrait par la porte ouverte, transportant le chant des grillons et la promesse d'un monde au-delà des limites de la plantation. Pour la première fois depuis longtemps, Jacob ressentit autre chose que du désespoir. Il ressentit une lueur d'espoir sauvage et impossible. Il avait ouvert une porte, ou du moins, il avait fait en sorte que le miroir en regarde une. Jacob reposait sur sa mince paillasse de paille, le sommeil un pays lointain qu'il ne pouvait atteindre. Il s'était attendu à ressentir une terreur profonde après son acte de défi dans le salon. Au lieu de cela, un calme étrange et inconnu s'était installé en lui. Il ressentait une attraction, une étrange connexion résonante avec la maison principale. Ce n'était pas un son ou une vue, mais un sentiment. Un faible bourdonnement aux confins de ses sens, comme une chanson qu'il avait entendue faiblement toute sa vie et qui s'était soudainement faite plus forte, plus claire. C'était un appel, et il venait du salon. Dans cette pièce grande et silencieuse, le clair de lune s'écoulait par la porte ouverte, un fleuve d'argent liquide sur le parquet, baignant le grand miroir de sa lueur éthérée. Le miroir, désormais tourné vers le monde extérieur, reflétait le chemin éclairé par la lune, les formes sombres des chênes, et une pluie d'étoiles lointaines et indifférentes. Puis, quelque chose d'impossible commença à se produire. Une légère brume, comme un souffle par temps froid, commença à se former à la surface du miroir. Mais elle n'était pas à l'extérieur, produit de l'air humide de la nuit. Elle tourbillonnait à l'intérieur du verre lui-même. Une nébuleuse laiteuse fleurissant dans les profondeurs argentées. La brume s'épaissit, non plus légère, mais un nuage nacré et tourbillonnant qui obscurcissait le reflet du chemin au-delà. Elle tourbillonnait comme un vortex au ralenti, une tempête silencieuse contenue dans le cadre doré. La lumière de la lune semblait se courber en entrant dans le verre, non pas seulement s'y reflétant, mais y étant attirée, nourrissant l'étrange climat interne. De retour dans sa cabane, Jacob se redressa. La sensation de bourdonnement s'était coagulée en une seule note pure de calme profond, un sentiment d'inévitabilité absolue. La peur avec laquelle il avait vécu toute sa vie. Le poids constant et oppressant de celle-ci s'évanouit simplement, remplacé par une puissante curiosité et une étrange certitude inébranlable. C'était comme s'il se tenait au bord d'une rivière profonde et sombre qu'il était toujours destiné à traverser, et que l'autre rive était enfin visible. Il ne se sentait pas fuir quelque chose, mais être appelé vers cela. Il ferma les yeux, non pas pour dormir, mais par abandon et acceptation. Il rejoignait simplement le cœur. Quand le soleil se leva, jetant sa première lumière dorée et dure sur la plantation Croft, la paillasse de Jacob était vide. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune indication d'un départ précipité. Ses quelques maigres possessions, une tasse en bois usé et une mince couverture, étaient intactes. La terre à l'extérieur de la porte de sa cabane ne montrait aucune nouvelle empreinte de pas s'éloignant dans les bois. C'était comme si l'homme qui avait dormi là s'était simplement évaporé dans l'air du matin. La découverte fut faite lors de l'appel du matin. Les noms furent appelés, les réponses fatiguées de présent résonnant dans l'air humide. Quand le nom de Jacob Miles fut appelé, il n'y eut que le silence. Monsieur Grab le rappela, sa voix plus forte cette fois, teintée d'impatience. Le silence persista. L'absence était une déchirure dans le tissu du matin, une perturbation de l'ordre rigide et brutal de la plantation. La nouvelle parvint rapidement à la maison principale où Alistair Croft prenait son petit déjeuner. Alistair était un homme d'une cruauté froide et calculée,
obsédé par l'ordre, la possession et l'autorité absolue qu'il exerçait sur chaque âme de ses terres. Il ne vit pas l'absence de Jacob comme la fuite d'un homme désespéré cherchant la liberté. Il la considéra comme un vol. Un morceau de sa propriété, un bien précieux, lui avait été volé, et c'était un affront personnel à son pouvoir. Son visage, normalement un masque contrôlé d'indifférence aristocratique, devint marbré de rage. Il frappa du poing sur la table à manger, faisant sauter et cliqueter la vaisselle fine. « Trouvez-le » rugit-il, sa voix portant jusqu'au couloir où la servante restait figée de peur. « Je me fiche de ce qu'il faut faire. Fouillez cet endroit de fond en comble. Je veux qu'on le trouve. Et quand il le sera, monsieur Grave, dit-il, sa voix tombant dans un sifflement menaçant alors que le contremaître apparaissait dans l'embrasure de la porte, vous en ferez un exemple qui sera rappelé pour une génération. » La chasse qui suivit fut un exercice de brutalité organisée. Grave, enhardi par la fureur de son maître, mena la charge. Les cabanes furent saccagées. Les maigres possessions des familles jetées dans la terre. Les gens furent tirés de leur travail et interrogés avec dureté. Leurs dénégations furent accueillies par des menaces et des soupçons. L'énergie laide et frénétique de la chasse empoisonna l'air. Puis les chiens de chasse furent amenés. C'étaient des animaux redoutables, entraînés à pister et à coincer. Leur hurlement semait la terreur dans le cœur de chaque personne de la plantation. Les chiens repérèrent facilement l'odeur de Jacob près de sa cabane. Ils la suivirent, le nez au sol, leur corps puissant tendu contre leur laisse. Mais ils ne conduisirent pas le groupe de chasseurs vers les marais ou la route. Ils les menèrent directement à la maison principale. Confus, Grave et ses hommes suivirent les chiens alors qu'ils montaient les marches de la véranda et entraient dans le grand salon. Là, au milieu de la pièce, les chiens commencèrent à gémir et à tourner en rond, leur excitation se transformant en une confusion anxieuse. Ils se bousculèrent devant le grand miroir, reniflant à sa base, leur queue basse. Puis, d'un seul coup, ils se turent, leurs museaux se soulevant du sol comme si la piste avait simplement disparu dans l'air. Ils regardèrent autour d'eux, déconcertés. L'odeur qu'ils avaient suivie si avidement, complètement disparue. Grave, le visage tordu de frustration, jura et donna un coup de pied au chien de tête, le frappant avec le manche de son fouet jusqu'à ce qu'il glapisse et se recroqueville. La piste était froide. Elle se terminait ici, devant ce miroir ridicule et déplacé. De loin, il a observé le chaos. Son cœur était une pierre froide et lourde dans sa poitrine. Elle était censée barater du beurre et ses mains bougeaient automatiquement, ses bras raides de panique contenue. Chaque cri du groupe de recherche, chaque hurlement des chiens était une nouvelle vague de terreur. Elle imaginait Jacob pris et ramené, son esprit finalement brisé par le fouet. Elle craignait qu'il ne soit déjà mort, son corps gisant quelque part dans les bois denses, un festin pour les charognards. Une tempête de peur et de chagrin faisait rage en elle, mais en dessous, une minuscule lueur d'espoir irrationnel brûlait obstinément. Elle se souvenait de ces paroles de la nuit précédente, prononcées avec une telle désespoir brut près du vieux chêne. « Je veux vivre. » Elle priait qu'il y soit parvenu. Elle priait qu'il ait trouvé un moyen de vraiment vivre, même si elle imaginait les horreurs indicibles qui attendaient un fugitif capturé. Le soleil tapait sur la plantation, chaud et impitoyable, semblant se moquer de la terreur froide qui s'était abattue sur tous. Alistair Croft fit irruption dans le salon, ses bottes résonnant sur le parquet poli. Il était furieux que les chiens aient perdu la trace, et furieux qu'il l'ait perdue ici, au cœur même de sa maison. La pièce était en désordre à cause de l'intrusion du groupe de recherche, les meubles légèrement de travers, un voile de poussière soulevé sur les surfaces. Ses yeux parcoururent la pièce et se fixèrent immédiatement sur le miroir. C'était anormal. Il faisait face à la porte. « Qui a déplacé ça ?» demanda-t-il à la pièce vide, sa voix tendue d'agacement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'était une rupture de protocole, une perturbation de l'ordre établi de sa maison. Et dans son état actuel, cela ressemblait à un nouvel acte d'insolence. Madame Croft le suivit, se tordant les mains, son visage un masque de détresse. « C'est un désastre, Alistair. Un désastre complet, s'inquiéta-t-elle, ses préoccupations, comme toujours, centrées sur les Aparos. Les Anderson seront là ce soir. Que penseront-ils de tout ce remue-ménage? Son regard tomba sur le miroir, et par habitude nerveuse,
Elle s'approcha pour inspecter ses cheveux, pour se rassurer que sa propre apparence n'était pas aussi échevelée que ses nerfs. Elle se regarda dans le verre, s'attendant à voir son propre visage bouleversé, les rides d'inquiétude autour de ses yeux, la légère rougeur sur ses joues. Elle vit Jacob. Elle laissa échapper un cri court et aigu, un son de choc pur et non dilué. Elle trébucha en arrière, sa main se portant à sa bouche, ses yeux grands ouverts de terreur. Le visage dans le miroir n'avait pas été le sien. C'était le sien. La peau foncée, les yeux intelligents et observateurs, l'expression non pas de peur, mais d'un calme, d'une immobilité troublante. Il l'avait fixé du regard. Son visage, Altatl, sa voix un murmure étranglé. J'ai vu son visage. C'était lui. Jacob, me fixant. Alistair, surpris par son cri, se précipita à ses côtés. Il regarda dans le miroir, ses yeux parcourant sa surface, mais il ne vit que son propre reflet, son visage tendu de colère et d'impatience. Il saisit les épaules de sa femme, ses doigts s'enfonçant dans ses bras doux, et la secoua rudement. Hystérie, cracha-t-il, sa voix dégoulinante de mépris. Vous laissez cette absurdité vous atteindre. C'est un jeu de lumière? Rien de plus. Il n'avait pas de temps pour une telle faiblesse féminine, pour des histoires de fantômes nés d'un esclave en fuite. Il la congédia complètement, lui tournant le dos dans le miroir. Mais en se retournant, il le sentit. Pendant le plus bref des instants, une froideur troublante, surnaturelle émanait du verre. Un frisson qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. C'était un froid profond et pénétrant qui semblait toucher ses propres os. Il marqua une pause, une lueur d'incertitude traversant ses traits. C'était un homme de logique et d'ordre, un homme qui ne croyait qu'en ce qu'il pouvait voir, toucher et posséder. Il refusa d'envisager l'impossible. Pourtant, une graine de doute, minuscule et froide, et aussi tranchante qu'un éclat de verre, fut plantée dans le socle de sa certitude. Il avait senti quelque chose, et il ne savait pas ce que c'était. Le cri de Madame Croft résonna longtemps après qu'on lui aidé à regagner sa chambre, diagnostiquée par son mari comme souffrant d'un grave cas de vapeur et confinée à son lit avec un linge parfumé à la lavande sur les yeux. Mais l'histoire de ce qu'elle avait vu ne put être si facilement contenue. Elle se répandit parmi les domestiques qui avaient été témoins de sa terreur, s'échappant de la maison principale comme de la fumée et dérivant sur l'air humide vers les cuisines, la buanderie et les champs. C'était une histoire racontée à voix basse et urgente, un morceau de contrebande dangereux et enivrant. Jacob était dans le miroir. Dans les cuisines, où le cliquetis des casseroles et poêles rythmait la journée, le travail s'arrêtait tandis que quelqu'un racontait l'histoire. Il la écoutait, ses mains immobiles, son cœur un nœud douloureux dans sa poitrine. Était-ce possible? Un homme pouvait-il s'échapper non par la marche, mais par le reflet? L'idée était si loin du domaine du possible qu'elle semblait une folie née d'un chagrin et d'un espoir collectif. Pourtant, l'image du visage de Madame Croft, pâle et tordue d'une terreur véritable, était un témoignage puissant. La légende gagna une nouvelle crédibilité terrifiante lorsque Clara, une jeune femme de chambre, à peine âgée de 16 ans, s'enfuit en hurlant du salon 2 jours plus tard. Elle avait été envoyée dépoussiérer la pièce, une tâche qu'elle entreprenait les mains tremblantes, ses yeux dardant nerveusement vers le grand miroir. Elle affirma qu'en travaillant, elle avait vu quelque chose bouger dans le reflet par-dessus son épaule. C'étaient les yeux de Jacob, sanglota-t-elle aux autres, juste ses yeux me regardant du fond du verre. Elle avait laissé tomber son plumeau et s'était enfuie, refusant de jamais remettre les pieds dans cette pièce. Les rumeurs grandirent, un murmure bas d'excitation craintive qui s'appelle l'atmosphère rigide de contrôle de la plantation. Monsieur Grave, entendant les chuchotements parmi un groupe d'hommes réparant une clôture, s'approcha, son visage sombre comme un nuage d'orage. Il ne demanda pas de quoi il parlait. Il le savait déjà. Il déroula le fouet de sa ceinture, non pas pour les frapper, mais pour laisser la queue épaisse de cuir claquer contre sa propre botte de cuir usé. Le son était sec, menaçant, un signe de ponctuation à sa menace. La prochaine personne que j'entendrai raconter cette folie sentira le fouet. Vous comprenez? Grogna-t-il, ses yeux balayant leur visage. Le garçon s'est enfui, et c'est tout. Il n'y a pas de fantôme ici.
Mais sa véhémence était trop forte, son déni trop énergique. Il trahissait une lueur de sa propre profonde malaise, une peur que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas soumettre par la force. L'édit final vint d'Alistair Croft lui-même. Il ordonna que le grand salon soit fermé à clé. La raison officielle donnée était que la pièce devait être aérée à fond et traitée contre les nuisibles, mais tout le monde connaissait la vérité. Il essayait d'enfermer l'histoire, de mettre une porte entre le monde et le fantôme dans le verre. Pour Ila, la porte verrouillée ne mit pas fin à l'histoire. Elle l'intronisa. Elle entendait les chuchotements et les menaces, et elle ne savait que croire. Était-ce une hystérie collective, une fantaisie désespérée tissée par un peuple affamé de miracles? Ou Jacob, le silencieux et observateur Jacob, avait-il vraiment trouvé une porte que personne d'autre ne pouvait voir? La pensée était à la fois terrifiante et merveilleuse. Elle commença à transformer lentement son chagrin, qui avait été une chose coupante, en une émotion nouvelle et bien plus complexe, une admiration profonde et respectueuse. Alistair Croft découvrit que verrouiller la porte du salon ne calmait pas le trouble. Cela ne faisait que le piéger en lui-même. La graine de doute plantée par le froid surnaturel qu'il avait ressenti du miroir avait pris racine dans le sol sombre de son esprit, et elle se transformait en une mauvaise herbe épineuse et enchevêtrée d'obsessions. Il ne pouvait pas dormir. Il restait éveillé dans son lit à baldaquin, le silence de la maison l'oppressant, et il voyait le miroir dans son esprit. Il voyait le visage terrifié de sa femme. Il entendait les chuchotements des domestiques, qu'il prétendait ne pas remarquer, mais qui lui parvenaient quand même. Son monde rigide et logique avait développé une fissure, et il se retrouvait à la sonder compulsivement, incapable de la laisser tranquille. Une nuit, longtemps après que la maison se soit plongée dans un sommeil profond, il ne put le supporter plus longtemps. Poussé par un besoin désespéré de se prouver que tout cela n'était qu'une illusion, il sortit furtivement de sa chambre. Prenant une clé de son bureau, il descendit l'escalier principal, ses pieds nus silencieux sur le bois frais. Il portait un lourd candélabre unique, ses 3 flammes projetant une petite flaque de lumière vacillante autour de lui et faisant danser et sauter les ombres sur les murs comme des esprits frénétiques. Il déverrouilla la porte du salon. L'air qui l'accueillit était vicié et mortuaire. Il entra, verrouillant la porte derrière lui, s'enfermant avec l'objet de sa terreur grandissante. Il plaça le candélabre sur une petite table et se tint devant le miroir. Pendant longtemps, il se contenta de fixer, son propre reflet le regardant en retour, un homme de richesse et de pouvoir. Son visage était marqué par l'insomnie et une attention qu'il ne pouvait cacher. La lumière vacillante des bougies rendait son reflet instable, ses traits changeants et ondulants. « Vois », murmura-t-il à son reflet, sa voix un murmure rauque dans le silence profond. Rien, juste du verre et de l'argent. Un objet, il avait besoin d'entendre les mots pour réaffirmer les lois de son monde. Il obéit aux lois de la physique. Il m'obéit. Il commença à se déplacer dans la pièce, les yeux fixés sur le miroir, regardant son reflet suivre chacun de ses mouvements. Il essaya de reproduire le jeu de lumière qui aurait pu tromper sa femme et la jeune servante. Il se déplaça de côté, s'accroupit, se mit sur la pointe des pieds. Il ne vit rien d'anormal, seulement la pièce et lui-même à l'intérieur. Sa frustration grandit, se transformant en une rage silencieuse. Il était Alistair Croft. Son monde était fait de biens tangibles, de saisons prévisibles d'êtres humains classés comme propriétés. Il n'y avait pas de place pour cette folie chuchotante. Il se dirigea de nouveau vers le miroir, se penchant si près que son visage n'était qu'à quelques centimètres du verre. L'odeur de cire fondue et l'odeur métallique de vieil argent emplissaient ses narines. « Tu n'es rien » siffla-t-il à l'homme dans le miroir. Alors que les mots quittaient ses lèvres, il se pencha un peu plus, son souffle embuant le verre. Et pendant une fraction de seconde à vous couper le souffle, le visage qui le regardait n'était pas le sien. Les traits étaient plus larges, la peau plus foncée. Les yeux n'étaient pas les siens, pas le bleu pâle et froid d'un maître, mais les yeux profonds, tristes et intensément observateurs de Jacob Miles. L'expression de ses yeux n'était pas menaçante, pas en colère, pas effrayée. C'était le regard calme et inébranlable d'un juge, d'un égal, et c'était la chose la plus terrifiante de toutes.
Alistair recula comme s'il avait été physiquement frappé. Il trébucha en arrière, son bras s'agitant et faisant tomber le lourd candélabre de sa table. Il frappa le sol avec un bruit de fer assourdissant, plongeant la pièce dans l'obscurité absolue. Il rampa sur le sol, ses mains tremblant violemment, cherchant à tâtons le candélabre, la cire chaude brûlant ses doigts. Quand il réussit enfin à rallumer les mèches d'une main tremblante, il leva la lumière et regarda le miroir. Son propre visage le regardait, pâle, émacié, ses yeux grands ouverts d'une terreur si profonde qu'elle ressemblait à de la folie. Il s'enfuit de la pièce, ne prenant même pas la peine d'emporter le candélabre avec lui. Il tâtonna avec la serrure, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé, et claqua la porte, tournant la clé d'un dernier clic désespéré. La logique rigide de son monde n'avait pas seulement été fissurée. Elle avait été brisée en 1000 morceaux. Ila savait qu'elle devait voir par elle-même. Les histoires, la porte verrouillée, les ombres de plus en plus profondes sous les yeux d'Alistair Croft, tout cela désignait une vérité qu'elle ne pouvait plus se permettre d'aborder par des chuchotements et des spéculations. L'espoir était une chose belle et fragile, mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de savoir. Poussée par ce besoin personnel profond, elle attendit que la maison soit plongée dans le silence de la nuit, que les seuls bruits soient le chant des grillons et le soupir lointain du vent. Elle s'échappa des quartiers, une ombre silencieuse se déplaçant au clair de lune, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur la terre humide. Elle atteignit la maison principale et rampa jusqu'aux portes du salon. Elles étaient verrouillées comme elle le savait. Le froid laiton des poignets semblait définitif, une barrière claire. Elle n'essaya pas de les forcer. Son but n'était pas d'entrer, mais de voir. Elle s'agenouilla, son cœur battant à un rythme lent et régulier contre le pouls frénétique dans sa gorge, et pressa son œil contre le grand trou de serrure orné. La vue était étroite, déformée, une mince fissure en œil de poisson de la grande pièce à l'intérieur. C'était comme regarder dans un long tunnel sombre. Au bout, baigné par le clair de lune oblique provenant des portes de la véranda, se trouvait le miroir. C'était un rectangle de lumière argentée pâle, dans l'obscurité oppressante. Elle regarda longtemps, son œil souffrant de la tension, ne voyant rien d'autre que cette tranche déformée et silencieuse de la pièce. Cela semblait stupide, une course d'enfant. Que avait-elle espéré voir? Elle inspira, l'air frais dans ses poumons, et elle murmura son nom. Sa voix si douce qu'elle n'était guère plus qu'une pensée. Jacob. Le son fut avalé par le silence. Rien ne se passa. La déception, aiguë et froide, la piqua. Ce n'était qu'une histoire. Il était parti, enfui ou mort, et le miroir n'était qu'un miroir. Elle maintint sa position un instant de plus, un adieu silencieux à un espoir insensé. « Es-tu là » murmura-t-elle à nouveau, une larme de chagrin et de frustration se refroidissant sur sa joue. « Montre-moi, s'il te plaît. » Alors que la supplique quittait ses lèvres, cela se produisit. Dans son petit champ de vision déformé, la surface du miroir commença à changer. Un tourbillon de brume nacrée, le même brouillard que les Croft avaient vu, apparut à l'intérieur du verre. Ce n'était pas un reflet de quoi que ce soit dans la pièce. C'était une tempête qui se préparait à l'intérieur de l'argent. Elle se condensa, s'épaissit, puis avec une clarté douce et onirique. Un visage se résolut de la brume. C'était Jacob. Son visage était plus clair, plus présent que tout ce que les autres avaient décrit. Il la regardait directement, son regard semblant percer l'obscurité, la porte, le trou de serrure même à travers lequel elle regardait. Et son expression, ce n'était pas celle de la tristesse ou du tourment. C'était une paix profonde et inébranlable. Un léger et doux sourire effleura ses lèvres, un regard de réconfort, de bienvenue. Ila ne cria pas. Elle ne haleta même pas. La terreur pour laquelle elle s'était préparée ne vint jamais. Au lieu de cela, une vague de chaleur impossible et de soulagement accablant l'envahit, si puissant qu'elle faillit plier les genoux. Ce n'était pas un fantôme. C'était un message. Il n'était pas piégé. Ce n'était pas un esprit tourmenté. Il était en sécurité. Il était libre. Les larmes qui coulaient maintenant sur ses joues n'étaient pas de chagrin, mais d'une merveille si immense qu'elle semblait sainte. Elle resta là,
agenouillée au trou de serrure pendant ce qui aurait pu être une heure. Elle resta là, agenouillée au trou de serrure pendant ce qui aurait pu être une heure, se contentant d'observer. L'image de son visage paisible demeurait, une présence stable et douce au cœur du brouillard tourbillonnant.